It's over! The Blazers come from 23 down in one quarter to defeat the Mavericks and even the best of 7 series at 2 apiece. You've just seen history. Bonjour et bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, une semaine après la draft NBA, j'ai décidé d'aborder et de vous parler des équipes qui ont pour moi réussi leur soirée de draft, qui ont drafté correctement selon leurs projets, selon leurs attentes, et celles qui me posent beaucoup plus de questions. On peut pas parler de draft vraiment négatif, je parlerai pas de points faibles ou autres, même s'il y a des choix qui sont assez surprenants. Les effectifs, les équipes NBA ont des scouting reports, des scouts tout simplement bien plus efficaces que nous, je le pense. Et même s'il y a des choix qui posent question, on ne peut pas parler une semaine après la draft de tout simplement d'une draft ratée. On parle d'interrogation. Et donc, dans cette vidéo, dans ce podcast, je vais vous parler de mon top 3 des meilleurs drafts à mon sens ou des drafts qui ont le plus de potentiel, ainsi que mon top 3 dans une seconde partie des drafts qui m'interrogent, des projets de jeu et de joueurs surtout qui m'interrogent et qui me laissent assez dubitatif. On parlera aussi vaguement et assez rapidement d'autres petits choix de draft que je trouve intéressants, que ce soit positif ou négativement. Et on terminera là-dessus. Je vous ferai pas l'affront de vous parler des 60 choix ou des 60 joueurs. Je ne les connais pas tous, mais selon les profils, selon ce qu'on a vu de la soirée de draft, des choix qui ont été faits, je vais vous parler de ces deux facettes. On va commencer par la première en parlant des points positifs, des drafts qui pour moi sont assez intéressantes ou clairement réussies, en tout cas une semaine après leur draft. Et on va y aller tout de suite, on va commencer, allons-y. La présentation se fera, comme je l'ai dit dans l'intro, sous forme de petit top 3. Et par conséquent, on va commencer par la troisième équipe qui, pour moi, a le mieux drafté ou a le mieux réussi sa soirée de draft. On va parler de Portland, tout simplement. Beaucoup de fois que j'en parle, depuis quelques vidéos, depuis quelques podcasts. Mais pour moi, l'équipe de Portland a très bien drafté et a eu beaucoup de chance aussi, on va pas se mentir, car ils ont pris en numéro 3 de cette draft Scoot Henderson. Ils ont pris en 23 Chris Murray et en 43 Ryan Rupert. Donc on va commencer par Scoot Henderson. Il y a une chance énorme pour qu'il tombe en 3. Je pense que dans 99% des cas, on n'aurait pas pu le pick en 3. Heureusement que les Charlotte a décidé de faire l'impasse sur lui pour le fit. On va pas se mentir, c'est une histoire de fit. Pour moi, comme je l'ai dit encore beaucoup de fois, Scoot Henderson est un joueur générationnel au même titre que Victor Wembanyama. Et de ce fait, l'avoir à Portland en 3e position est quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour nous. Chris Murray en 23 est aussi une bonne pioche. Je l'avais prédit sur Twitter, ou en tout cas j'avais souhaité qu'il arrive et qu'on le prenne en 23. C'est chose faite. C'est un joueur beaucoup plus vieux. C'est le frère jumeau de Keegan Murray. Un joueur qui lui ressemble d'ailleurs, un peu plus poste 3, peut-être plus mobile, plus fin, mais qui a un potentiel qui n'est pas élevé, mais un plancher vraiment très élevé parce qu'il a déjà 23 ans, qu'il joue à peu près, on va dire, comme son frère. On verra comment ça se traduit en NBA. Mais du coup, un profil très intéressant. Et bien sûr, on a Ryan Rupert, notre Frenchie en 43, qui est un profil défensif, très fort défenseur, avec des longs bras, des longs segments, qui est à développer évidemment pour en faire un 3&D. En tout cas, c'est un joueur très bien entouré, très mature, qui est aidé par des professionnels comme Nicolas Batum. Donc oui, cette draft est plutôt excellente sur le papier, mais elle pose question. Elle pose question parce qu'on a deux joueurs en Scoot Henderson et Ryan Rupert qui sont des projets à développer, même si Scoot Henderson est déjà aujourd'hui un joueur NBA ready. On attend de lui qu'il se développe à un niveau All-Star. Donc c'est ça la question que je me pose, c'est pourquoi prendre des joueurs qu'il va falloir faire jouer, qu'il va falloir développer, et à côté prendre un joueur comme Chris Murray qui peut jouer directement titulaire dans une équipe de Portland, en tout cas dans l'équipe de Portland de l'année dernière. Pour moi, il peut prendre la place d'un Ty Bull, il peut prendre la place de beaucoup de personnes dans cet effectif, parce que dès aujourd'hui, il est plutôt complet, il sait faire beaucoup de choses sur un terrain. Donc je ne comprends pas. On a pris des profils assez différents. On aurait pu drafter au potentiel à cette place-là. On aurait pu drafter d'autres personnes. Évidemment, à la place de Chris Murray, même si je souhaitais le prendre. Juste avant lui, on a Dariq Whitehead qui a un plus gros potentiel. On a des joueurs comme Nick Smith Jr., Brice Sensabo qui sont des plus gros potentiels, des meilleurs attaquants à terme s'ils se développent correctement. Donc on a encore la même question à Portland.
qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on souhaite reconstruire avec Scoot Henderson, Ryan Rupert? Est-ce qu'on prend des rookies pour les faire jouer à haut niveau comme Chris Murray? Potentiellement Scoot Henderson aussi, mais il joue sur le poste de Damian Lillard. Donc voilà, beaucoup de questionnements. On aurait pu mettre ça aussi dans les interrogations, mais au vu des noms que cette équipe a draftés et au vu du fait que tout simplement pour moi... Juste, si on sépare le projet de jeu de Portland et les noms qui ont été draftés, c'est une masterclass. Après, je parle de Chris Murray comme si c'était déjà un vétéran. Il n'a que 23 ans, il peut encore progresser, ou plutôt il a déjà 23 ans. Même quand je le dis, je me suis même pas convaincu moi-même. C'est pour vous dire le problème. Mais Portland, du coup, doit faire ce choix, et ça fait partie des interrogations, mais leur draft reste quand même excellente à mon sens. Et on va passer directement après cette petite philosophie au numéro 2. Pour moi, Utah est la deuxième équipe qui a le mieux drafté lors de la draft de jeudi dernier. En 9, ils prennent Taylor Hendricks. En 16, Keyonte George et Bryce Sensabo en 28. Donc déjà, j'ai un chouchou dans ce top 3, dans ces 3 joueurs draftés. C'est Keyonte George, évidemment. Un joueur avec un haut potentiel, un joueur à polir, qui sera parfait dans le système du Jazz. Pour moi, cette équipe joue magnifiquement bien. Will Hardy, qui est un coach rookie, s'annonce déjà comme un futur grand coach, ou en tout cas un coach qui sait clairement développer et faire jouer ses joueurs. J'ai aucune appréhension sur le fait que Keyonte George va bien se développer là-bas. Il lui faudra peut-être 1 an ou 2 pour que ses pourcentages se développent. À côté de ça, on a un Taylor Hendricks qui va remplir parfaitement le poste 3, 4, plutôt 3 vu qu'on a encore Lauri Markkanen et qu'on aura sûrement Lauri Markkanen les prochaines saisons. C'est un joueur très défensif qui a du mal à atteindre le cercle, mais c'est pas grave finalement parce que ce cercle s'annonçait bouché avec Lauri Markkanen, avec Kessler, enfin bref, tout ce type de joueurs. Et Taylor Hendricks pourrait être ce 3&D qui n'a pas le profil au premier abord d'une star, mais qui est un pick sûr et qui fera les beaux jours de Utah, évidemment. Et bien sûr, un profil à développer, un second, avec Bryce Sensabo, qui a beaucoup chuté. Dans les mocks, il était vu un peu plus haut, entre la place 13 et 20, je pense. Enfin, en tout cas, proche des lottery picks, autour des lottery picks. Bryce Sensabo est un poste 3, qui est peut-être, je dis bien peut-être, le meilleur attaquant de cette draft, dans la multiplicité, des choses qu'il sait faire. C'est-à-dire que c'est un scoreur né aux 3 niveaux, sur un poste 3 où c'est très important de savoir scorer, de savoir bien scorer. Mais à côté de ça, c'est un mauvais défenseur au jour J, un très mauvais défenseur sur l'homme, un joueur qui a tendance à s'économiser ou ne pas être concentré. Donc j'espère et je pense que Will Hardy, pareillement, va réussir à le développer correctement. Ça sera pour moi jamais un très bon défenseur, mais il ne doit pas, s'il devient ce pétard ambulant, on va dire, en sortie de banc, pour moi ça sera déjà positif sur ses premières années. Et pareillement, il a un profil peut-être pas de star, mais de joueurs qui peuvent impacter directement offensivement. Keyonte George est déjà un bon défenseur sur l'homme. On verra comment ça se développe. Il a un corps aussi à développer. Taylor Hendricks, pareil, n'a pas ce profil de star, mais on verra comment ça se développe. On a les 3 meilleurs picks en fait possibles à la place où ils arrivent. Moi personnellement, j'ai d'autres joueurs plus forts que Taylor Hendricks dans ce top 10, évidemment, il arrive en 9e, mais je trouve que le Jazz a fait un excellent travail qui se poursuit en plus avec l'arrivée de joueurs comme John Collins qui a été transféré contre des cacahuètes cette semaine. Donc oui, Utah sera une place peut-être pas encore forte l'année prochaine, mais entame une reconstruction express et intelligente avec un coach qui sait ce qu'il veut et un front office qui agit intelligemment. Ça change de Portland, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, 3 profils à développer même, parce que on va pas se mentir, un top 9 de draft est un profil à développer. Il n'a que 20 ans, je crois, c'est en 2003, Taylor Hendricks. Des potentiels 3&D, en tout cas en Taylor Hendricks et Keyonte George, au minimum, et un Bryce Sensabo qui peut être une sorte de pétard ambulant du banc. Et encore une fois, c'est un plancher. Pour moi, on a 3 potentiels stars. Un des 3 joueurs de Utah pourrait devenir cette future star, ou en tout cas ce joueur lieutenant performant dans une équipe qui va loin.
Cette draft est tout simplement très intelligente, très smart. Utah entame quelque chose d'assez beau et intéressant. Même si cette franchise n'est pas sexy, l'arrivée de deux attaquants assez impressionnants, qui font partie des meilleurs attaquants de la QV, en Keyonte George et Bryson Sabo, sont vraiment des points à regarder l'année prochaine quand vous vous attardez sur les rookies. Et personnellement, j'adore. Voilà. Donc on va passer au top 1. Hein. Après les deux franchises que j'ai citées, je pense que vous devinez tous qui sont pour moi les top 1 de cette draft. Eh bien, on va arrêter de faire du suspense et on va le dire. Ce sont Houston. Houston, dont on s'est beaucoup moqué à juste titre les années précédentes, qui ont un projet de reconstruction assez... on ne sait pas vraiment où ils vont, on ne sait pas qui est le leader de cet effectif, qui est le leader de ce vestiaire, eh bien, prennent deux talents qui pourraient le devenir dans les prochaines années, en la personne de Amen Thompson, en numéro 4, et Cam Whitmore, qui est descendu jusqu'à la place 20, ce qui est assez impressionnant, sachant qu'on n'a eu aucune source, rien qui n'est sorti avant draft en tout cas, pour nous dire que Cam Whitmore allait chuter autant. Donc on va commencer par Amen Thompson. Amen Thompson qui est arrivé en 4. Pour moi, il était 3e dans mon big board quand j'ai sorti ma mock draft il y a plus d'une semaine, il y a 10 jours. Donc pour moi, c'est un potentiel à polir qui est assez impressionnant. Hein. On ne sait pas vraiment ce que ça va valoir parce qu'il était dans une ligue qui est la Overtime Elite, qui a un niveau de jeu, on va dire, assez bas. Mais à côté de ça, on a Amen Thompson qui est sûrement le plus grand athlète de cette draft. Un des plus grands athlètes en NBA dès qu'il va y arriver, en fait. C'est aussi pour moi le meilleur passeur, le meilleur créateur de cette draft. Il faudra qu'il s'invente un shoot parce que c'est même pas développer son shoot, c'est qu'il n'en a aucun pour moi. Mais on sait qu'il y a des meneurs, surtout des meneurs de 2 mètres, qui sont pour beaucoup les meneurs du futur, qui arrivent grâce à leur capacité physique à compenser leur manque de shoot. Hein. Évidemment, on parle souvent de stars ou en tout cas de joueurs qui défendent énormément, enfin bref, vous m'avez compris, des profils qui pouvant aller jusqu'à Ja Morant ou alors des profils un petit peu plus défensifs comme les premières années de Marcus Smart ou ce type de joueur-là. Enfin bref, vous m'avez compris, Amen Thompson est un profil à polir, un profil qui peut surprendre beaucoup de gens. Hein. Comme je l'ai dit, la Overtime Elite cache un petit peu le potentiel de ces joueurs, surtout ceux qui sont pick dans les premières positions. En tout cas, on va le voir parce que c'est la première fois qu'un joueur d'Overtime est pick aussi haut, avec son frère Ozar qui a été pris en 5 par Détroit. Donc oui, Amen Thompson, pour moi, est un joueur qui est déjà des qualités élites dans au moins 2 compartiments, qui peut être un énorme défenseur au vu de ses capacités s'il se concentre un peu. Et au vu du nouveau coach, je pense que c'est possible. J'espère qu'il le fera jouer directement en titulaire. Donc oui, un bon choix de draft. Et ce choix de draft en 4, beaucoup spéculaient entre le choix de prendre Amen Thompson en 4 ou Cam Whitmore en 4. Et bien tout simplement, ils ont réussi à avoir les deux, ce qui est assez impressionnant. J'ai toujours pas compris, même après une semaine, pourquoi Cam Whitmore est descendu autant. On parle de blessures, de potentiel à se blesser énormément. On parle d'interviews qui se sont très mal passées. Alors, je sais pas ce qu'a dit un joueur de 18 ans pour qu'il descende de 16 places dans les mock drafts, enfin dans la draft en général, mais ça a dû être assez colossal, parce que Cam Whitmore qui descend en 20, je ne m'y attendais, mais vraiment pas. Pour moi, c'est un profil assez sûr, pareil, un des meilleurs, un des top 3 ou top 4 athlète de cette draft, sachant qu'on est sur une draft all-time en termes d'athlètes. Un attaquant qui arrive à se développer et qui s'est déjà développé l'année dernière à Villanova en étant un scoreur à 2 niveaux, on va dire. Il a développé un shoot à 3 points en sortie de dribble. C'est un énorme joueur près du cercle. Pour l'instant, on parle aussi d'un trou noir, ce qui ne va pas avantager Houston. Hein. Houston qui possède beaucoup de joueurs assez selfish et qui ne partagent pas beaucoup le ballon. Mais comme je vous l'ai dit, ça a l'air d'évoluer là-bas. On cherche des vétérans, on cherche des joueurs confirmés à la main au poste de meneur. On a changé de coach, donc oui, on veut que ça se développe, on veut que ça progresse. Cam Whitmore potentiellement sera titulaire jour 1. J'espère qu'il pourra développer un peu de passing game, aussi défendre. Parce que voilà, c'est un joueur qui a les qualités physiques pour défendre, mais qui n'est pas concentré. Encore une fois, je pense que le coaching staff fera les efforts qu'il faut. On a un 5 à Houston assez impressionnant. Hein. Amen Thompson, Jalen Green, Cam Whitmore, Jabari Smith et Sengun.
on a potentiellement 5 stars, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ce qu'une des 5 joueurs, en termes de potentiel, encore une fois, se développe en étant une star. Certains joueurs scorent ou montrent déjà des choses assez impressionnantes, comme Jalen Green au scoring, même s'il a beaucoup de défauts, ou Sengun dans beaucoup de compartiments, que ce soit au rebond, l'intelligence de jeu, à la passe, alors c'est un poste 5. Donc oui, rajouter 2 joueurs avec un plafond aussi haut, c'est impressionnant. En espérant que tous arrivent un minimum à jouer ensemble pour donner un peu d'espoir à ce front office et pas qu'ils recassent tout une deuxième fois, même si je pense pas qu'ils le feront, mais ajouter ou trade contre des joueurs plus confirmés, ce qui pourrait être une erreur. Hein. Je pense que des joueurs comme Cam Whitmore et Amen Thompson ont besoin de temps pour se développer. C'est des joueurs avec un plafond énorme, mais qui pour l'instant, pour l'un, ne sait pas passer la balle, tout simplement, et pour l'autre, qui n'a aucun tir, qui est très peu concentré et qui a joué dans une ligue d'enfants de bac à sable. Voilà, c'est dit. Mais en tout cas, Houston, évidemment, parce que je suis assez dubitatif depuis quelques minutes sur leur cas, Houston a fait une masterclass assez incroyable. Je pensais vraiment pas que ça allait arriver. J'ai vu les Lakers passer avant eux. Il y avait Miami également. Golden State, en fait, 3 énormes franchises, et le profil de Cam Whitmore match tellement bien avec des franchises aussi énormes. Peut-être pas Miami, au vu que les interviews sont très importantes pour eux, le profil hit culture, et Cam Whitmore là peut-être pas. Je sais pas ce qui va ressortir dans les prochaines semaines sur ces interviews, mais c'est assez intriguant. Mais moi, je m'attarde sur ce qu'on a vu l'année dernière, sur ce qui promet. Il a encore que 18 ans. Cam Whitmore n'a que 18 ans. Là où Amen Thompson, je crois, est un 2003 et a donc 20 ans. Donc oui, énorme draft de Houston qui conclut pour moi les points positifs de cette draft. Je peux citer encore quelques équipes, juste à la volée, je vais en citer 2, voilà. Les Lakers, qui en 17 prennent Jalen Hood-Schifino. Là, on parle clairement d'un coup de cœur. Un coup de cœur sur un poste en plus qui est assez vide, parce que tout simplement, ils ne vont pas re-signer leur joueur à la main, D'Angelo Russell. En tout cas, ne pas le re-signer, ils vont pas en faire la priorité, ou alors peut-être qu'il sortira du banc sur certaines périodes. On sait que ces playoffs ont été calamiteuses, notamment en finale de conf et même avant finalement. Il sortait du banc déjà là, alors qu'il y a quelques années, c'était un élément fondamental du projet Timberwolves déjà, où il a déçu, mais avant des Nets, où il a été All-Star. Donc oui, une chute assez impressionnante de ce joueur, qui laisse la place à un Jalen Hood-Schifino, qui est donc un des meilleurs passeurs et créateurs, en tout cas avec un gros IQ de cette draft, qui est un joueur à mi-distance qui est déjà, pour ma part, je le pense, élite, un meneur de 2 mètres, donc qui pourrait développer des qualités défensives assez impressionnantes et qui peut, au vu de son âge et au vu de ce qu'il montre déjà à mi-distance, développer un shoot à 3 points. Et de toute façon, quand il va arriver aux Lakers, il y aura d'autres personnes autour de lui pour scorer. En fait, tous, à part lui, potentiellement, ont plus la légitimité de scorer, même Austin Reeves. Je ne sais pas, forcément si, je sais, LeBron James et tout ça. Donc oui, les Lakers ont fait un petit pactole pour moi avec Jalen Hood, qui était vu un petit peu plus haut pour moi, vers la place 13-15, et là il tombe en 17. Bon, c'est pas impressionnant, mais ça va faire du bien aux Lakers, qui vont prendre du talent pour peu cher sur les 3-4 prochaines années au minimum. Sinon, l'autre équipe, OKC qui a pris un joueur que j'aime bien, que j'aime beaucoup, Cason Wallace, qui apporte de la défense, qui pose aussi question sur le futur projet d'OKC, pour savoir si Lou Dort fait encore partie du projet. On sait qu'offensivement, ça peut être très limité. On voit que ces profils en tout cas défensifs, très forts défenseurs comme Dillon Brooks, mais qui en attaque posent problème parce qu'ils prennent beaucoup de shoots et ont un choix de tir, et particulièrement pour Lou Dort lorsqu'il s'approche du panier, et particulièrement, une deuxième fois, en difficulté. Il a des pourcentages chaotiques proches du panier. Donc à voir ce que va devenir Cason Wallace ou ce qu'ils veulent. On sait qu'OKC draft très bien et développe très bien. Donc je n'ai aucun doute sur leur choix en 10, surtout qu'ils ont décidé de monter. Le choix 10 à la base était pour Dallas, qui sont donc redescendus en 12 quant à eux. Donc oui, Cason Wallace, j'aime beaucoup. Après, ces postes-là ils sont remplis, on va pas se mentir. On verra ce que sera l'avenir de Lou Dort.
De toute façon, il est signé, il est signé encore pour 3-4 ans, je crois. Donc oui, voilà, impressionnant, impressionnant, non, très intelligent de la part de Casey, qui trouve potentiellement un remplaçant pour moins cher à Lou Dort, potentiellement meilleur attaquant et moins bon défenseur, mais la défense, on va dire que peut être compensée, notamment à l'intérieur, par un jeune Chet Holmgren, qui va arriver dans quelques semaines. Donc voilà. Je pense qu'on a fini pour les équipes positives, dont la draft est positive. Je vous ai dit, je vais pas parler de tout le monde. San Antonio, évidemment, on fait une bonne draft, mais est-ce que c'est vraiment important d'en parler, sachant que voilà, tout le monde s'attendait à ce type de draft, sinon ça aurait été cataclysmique. Ils ont pris quand même Sidi Sissoko, on verra ce que ça donne. Pour moi, c'est un joueur assez raw, encore à développer, mais un Français à côté de Victor, ça peut être bien pour l'acclimatation. Et puis, au vu de la place qu'il y a pour des jeunes talents, peut-être qu'il aura du temps de jeu. Et puis, je pense qu'on a terminé pour les points positifs. On va parler des équipes qui me questionnent et on va en parler tout de suite. Allons-y. Alors, là, on rentre dans le moment un petit peu marrant, tout simplement parce que j'ai longuement hésité sur les équipes dont je voulais parler, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi. Ces équipes sont souvent critiquées, peut-être pas à tort, évidemment. Ces équipes posent question, mais je ne voulais pas les enterrer, on va dire, pour rien. Donc, je vais essayer d'être mesuré et donner du bon, malgré le fait que je me questionne énormément sur leur pick de draft et leur choix en général. Et puis on va y aller directement avec le top 3, qui va déjà ne pas faire débat, mais potentiellement faire débat sur sa place de numéro 3. Ce sont les Charlotte Hornets. Alors les Charlotte Hornets, on pique en numéro 2 Brandon Miller, en 27 Nick Smith Jr., en 31 James Nagy, j'arrive pas à le dire, mais bref, ce sera comme ça, et en 41 Amari Bailey. Alors, déjà, on va le faire clairement. Si Charlotte avait pick le numéro 27, 31 et 41, mais avait pris en numéro 2 Scoot Henderson, il serait tout en haut, même devant Houston à mon avis, niveau choix de draft. Ce qui pose question, évidemment, c'est Brandon Miller. Brandon Miller, pour moi, dans ma mock, était 5e. Je l'avais beaucoup plus bas que certains. Je crois que en France, à part Envergure, de toute façon, il n'y a personne, mais il y a que le média français Envergure qui l'avait bas, comme moi. Et je pense à raison, on va pas se mentir, c'est un joueur qui vient de perdre 8 kilos à cause d'une mononucléose, qui a été donc malade, qui a posé question sur certaines de ses interviews, qui également a des gros dossiers derrière lui, des dossiers par rapport à un meurtre, tout simplement, qui en plus de ça est un 2002, c'est un joueur qui est assez vieux comparé aux autres du top 10, il a donc bientôt 21 ans je crois, et c'est un profil qui est beaucoup moins rare que les autres profils qu'on avait autour de lui. On parle en effet d'un grand ailier, potentiellement bon défenseur et très très bon shooter à 3 points, mais à côté de ça, qui est très mauvais pour aller jusqu'au cercle, qui a un handle à travailler. On sait que le handle à travailler, c'est une des pires choses en NBA. Donc déjà, les comparaisons avec un joueur comme Paul George n'ont pas lieu d'être pour moi, parce qu'il est beaucoup comparé à lui, mais ce n'est pas du tout le même joueur, notamment à mi-distance ou autre. C'est un bon shooter qui pourra se développer à mi-distance, mais qui n'a pas cette qualité de dribble, de handle pour faire la séparation à ce niveau-là. En plus de ça, comme je l'ai dit, un profil qu'on voit chaque année. On peut parler de joueurs comme Jabari Smith, même si c'est plutôt un poste 4. Je pense que ça sera un bon joueur qui aura plusieurs contrats en NBA, qui fera peut-être une longue carrière, mais à mon sens, il y a quand même 75% de chances, au moins, au minimum, que Scoot Henderson fasse une meilleure carrière que lui. D'ailleurs, des gens derrière lui, potentiellement aussi. Amen Thompson, peut-être des joueurs encore plus loin, mais on va pas trash talk pour trash talk. Mais bref, Brandon Miller est un choix qui interroge. Peut-être avec, non, même pas un plancher plus sûr, parce que pour moi, Scoot Henderson a déjà prouvé au niveau professionnel que ça allait être un grand joueur. Donc oui, Brandon Miller est le choix du fit. Évidemment, ça va potentiellement fonctionner plus rapidement niveau Charlotte, côté Charlotte, que s'il y a une potentielle reconstruction à Portland. Mais à terme, on va pas se mentir, Brandon Miller sera peut-être une 3e option. Je lui souhaite tout le meilleur, évidemment, mais je n'y crois pas forcément.
À côté de ça, on a Nick Smith Jr., un joueur qui était potentiellement en début d'année dernière vu dans le top 3, 5, bref, vous m'avez compris. Un excellent shooter avec lui aussi une vision trou noir, un joueur à développer. Donc, on a vu que dans les places 27, les années précédentes, on a des joueurs potentiellement développables en potentiel lieutenant, peut-être pas superstar ou quoi, mais Nick Smith Jr. Peut se développer en plus au poste 2, un poste où il y a Terry Rozier bien sûr, mais en cas de reconstruction, je pense pas qu'il fasse partie d'un projet à long terme pour être potentiellement contender. Ça fait 15 fois potentiellement, mais vous m'avez compris. Non, Nick Smith Jr. j'adore. James Nagy, je ne vais pas mentir, pour moi c'est un joueur très raw, donc il aura du temps de jeu, mais ça ressemble quand même à un joueur qui même s'il a joué au niveau professionnel au Barça et qu'il a joué quelques minutes en Euroleague, mettra soit du temps à se développer en sortie de banc, ou alors sera un joueur qui va retourner en Europe très très vite. J'aime pas trop son profil, mais évidemment c'est un joueur à développer avec un excellent physique déjà alors qu'il est jeune. Pour moi, je le laisserai encore se développer au Barça pendant quelques années, mais ce n'est que mon avis, hein. Peut-être qu'ils en ont besoin en sortie de banc. Mais un excellent physique, un excellent coffre, un joueur qui peut devenir très fort défensivement à l'intérieur, un excellent rebondeur, à voir ce qu'il développe en attaque autour, mais ça s'annonce assez compliqué, en tout cas pour ses premières années. Et enfin, en 41, on a Amari Bailey, un joueur qui, pareillement que Nick Smith Jr., est beaucoup descendu. Donc on achète aussi ici un profil d'ailier, enfin d'arrière ailier, qui peut défendre, qui a une bonne taille, un athlétisme et un physique énorme, qui a eu beaucoup de mal à UCLA, je crois, cette année, et qui à terme peut devenir plus qu'un bon role player, un 3&D. Pour moi, ce sera à terme, s'il réussit à se développer correctement, on sait qu'à Charlotte, ce n'est pas toujours évident, il peut se développer en un bon 3&D, un bon joueur de rotation, un bon titulaire en NBA, malgré le fait qu'il soit pick en 41. Donc oui, il y a deux choix où on draft au potentiel, trois choix, excusez-moi, même s'il y en a un dont je suis moins sûr. Brandon Miller qui est assez compliqué, on a en fait que des choix au potentiel, sauf le choix le plus important, ce qui est complètement illogique à mon sens. Scoot Henderson aurait pu jouer à côté de LaMelo, évidemment que défensivement ça aurait été compliqué, mais on aurait pu mettre des mecs autour. Je suis persuadé que Scoot a le mental, et même LaMelo d'ailleurs, a le mental pour vouloir win et donc laisser de la place à son coéquipier. On a un joueur, LaMelo, qui peut prendre les postes 2, même si ça va être compliqué pour lui, parce qu'il fait 2 mètres là où Scoot Henderson est plus petit, et donc on peut jouer avec 2 meneurs, hein, comme le font des équipes comme Dallas, même si on parle pas du même type de joueur, évidemment. Ils ont ce type de backcourt, pour moi c'est complètement viable, surtout qu'on sait que l'attaque prend une part importante en NBA. Ce backcourt aurait été complètement viable en NBA, et surtout qu'on est quand même sur une période de développement. On sait que Charlotte a envie de win, mais voilà, c'est quand même assez bête. On sait aussi que le front office n'a pas eu vraiment son mot à dire, c'est que Jordan qui a pris la décision finale, Jordan qui vend ses parts, donc c'est Charlotte, quoi. On est habitué maintenant, mais bon, c'est quand même assez dommageable. Enfin bref, là j'ai eu l'impression de dire que des banalités. Je pense qu'on est tous au courant que Charlotte a fait une grosse dinguerie. Donc on va passer au choix prochain avec les Pistons, qui en fait sont dans le même cas, hein. Ozar Thompson, donc en 5, et en 25, Marcus Sasser, excusez-moi de la prononciation. Et je crois qu'au deuxième tour aussi, il y en a un, mais je ne le connais pas, excusez-moi, hein, mais voilà. Donc Ozar Thompson, encore un joueur du backcourt. Ça fait 13 ans qu'aux Pistons, on prend des joueurs du backcourt. Beaucoup s'imaginent qu'il va jouer en 3. Intéressant, hein, sous-dimensionné, mais intéressant. Mais soyons réalistes, Ozar Thompson est plus un 1-2 qu'un 2-3. Même pour moi, c'est un 1 qui a dérivé en 2 parce que Amen Thompson était à la main, justement. Et, enfin bref. Et Ozar Thompson a les qualités pour jouer 3, évidemment. Il a même le corps. Mais voilà, on va lui demander les prochaines années, donc, et potentiellement toutes ces saisons
de contrat rookie, de jouer un poste qui n'est pas le sien et qu'il n'a jamais expérimenté, juste pour pouvoir laisser de la place à d'autres rookies à potentiel, Jaden Ivey ou Cade Cunningham, ou potentiellement Killian Hayes, mais je n'y crois plus trop. En tout cas, dans le fait qu'il fasse partie du projet Pistons, même si beaucoup de choses contraires sont dites. Donc, à voir. Ozar Thompson est un joueur qui a un potentiel énorme comme Amen Thompson. J'aurais kiffé, j'aurais vraiment aimé le voir à Orlando, mais il a été pick avant. Pour moi, il y avait beaucoup mieux à faire à cette place-là de la draft. Ça n'a pas été fait. Derrière lui, on a quand même Jarras Walker, pour moi, qui a été parti beaucoup trop tard en 8 à Indiana. Bonne pioche d'ailleurs d'Indiana qui sont un petit peu gagnants pour moi. Ce n'est pas le cas pour Ozar Thompson. Je comprends le potentiel, je comprends qu'on fit au potentiel. J'ai dit que Charlotte aurait dû faire ce choix-là. Donc Ozar Thompson, bravo, mais ça fait quand même beaucoup d'années que ça fit au potentiel côté Pistons sur les deux mêmes postes. Et même s'il a la taille pour jouer 3, et encore vraiment c'est un 2 mètres qui va être amené à jouer sur les profils les plus athlétiques de la ligue, c'est pas un cadeau je pense, surtout avec un mec qui n'a toujours pas de shoot. J'ai quand même du mal à voir ce que va faire les Pistons de ce profil-là. Mais c'est pas fameux, tout simplement. J'espère pour lui qu'il se développe bien au poste 3 rapidement, parce que sinon on parlera encore d'un bust aux Pistons, et là il faudra se poser des questions sur ce management, parce que c'est quand même pas très beau à voir. Leurs derniers choix de draft ne sont quand même pas très fameux, même si Jaden Ivey est un potentiel encore à polir et qui montre de belles choses. Voilà, c'est pas fameux. Sinon en 25, Marcus Sasser, tout simplement un joueur que ce n'est pas que je ne connais pas, c'est qu'en fait il a été pris beaucoup trop haut. C'est un profil et un talent de second tour à mon sens. Donc voilà, pareil, je ne comprends pas. Et plus que de ne pas comprendre, c'est que Marcus Sasser est un joueur de déjà 23 ans, d'1m85, pas 90, excusez-moi, qui est prévu vers les places 35 à 45 dans la plupart des big boards NBA, et qui est donc un meneur, évidemment, 1m85 pour 88 kilos, on ne parle pas d'un intérieur. Et donc, pour quelle place va-t-il jouer, et pourquoi aussi haut dans la draft, même si on parle de la place 25, vous m'avez compris, pourquoi aussi haut dans la draft, on décide de pick un joueur de 23 ans, alors qu'on a besoin de potentiel, on a besoin de talent pur aux Pistons, même si ça fait des années qu'ils tankent, je crois 3 ans ou un peu plus, 3 ans et demi peut-être, on a quand même besoin de joueurs de 19 ans avec des profils de développement assez importants. Là, le joueur que sera Marcus Sasser dans 2 ans sera le joueur qui sera toute sa carrière, en espérant que c'est un bon joueur. Mais à quelle place va-t-il jouer? En 7e, 8e homme? Il y a Jaden Ivey devant lui, Cade Cunningham, maintenant Ozar Thompson, excusez-moi. Donc oui, ça va être compliqué pour se développer, même s'il a déjà 23 ans, comme je l'ai dit. Et évidemment, il y avait des joueurs à prendre après qui auraient été bien plus un fit évident et du potentiel évident. Bryce Sonsabo, comme je l'ai dit, donc évidemment qu'il aurait dû être pris avant. Nick Smith, qui est déjà plus grand et qui est plus jeune aussi, qui a un profil qui peut vraiment se développer en étant un joueur de rotation assez important, ou alors une sorte de pétard ambulant en sortie de banc offensivement. Donc oui, il y a même des joueurs du second tour que j'aurais pris avant. Je ne sais plus exactement le nom, excusez-moi, du joueur de Memphis qui a été draft par Memphis. Oui, J.J. Jackson, par exemple, je le prends bien avant. Même Ryan Rupert, en fait, beaucoup de gens. Mais bref, on va pas revenir sur le cas et trash talk gratuitement un joueur comme Marcus Sasser. On va attendre de voir ce qu'il vaut, si on a l'occasion de le voir, parce que ça se trouve il fera que des allers-retours en G-League, du fait que le poste 1 est complètement full à Détroit. Donc je ne comprends pas ce choix. Je ne comprends tout simplement pas. Il n'y a pas de fin. Voici ma conclusion. Donc voilà mon deuxième. Et pourquoi il est deuxième? Tout simplement parce que le fit n'est pas bon. Le projet pour moi Pistons n'est pas bon à l'heure actuelle, mais Ozar Thompson est un joueur de grand talent, et on va en parler du coup pour le numéro 1. Il y a à peu près les mêmes problèmes, mais exacerbés à mon sens. On va parler d'Orlando, du coup, en numéro 1, qui pour moi sont dans la pire draft, en tout cas dans les équipes qui devaient faire des choses, qui sont dans la loterie, qui sont des équipes importantes de leur reconstruction, et qui ont draft en numéro 6 Anthony Black et en numéro 11 Jet Howard. Alors, Orlando,
De quoi avait-il besoin? Je crois qu'ils sortent, je pense en tout cas qu'ils vont sortir prochainement de leur reconstruction et commencer à être compétitifs parce qu'ils ont des joueurs de talent, ils sont beaucoup plus avancés que des équipes comme les Pistons, Houston ou même Charlotte en fait, potentiellement. Orlando a un front court assez développé, des joueurs grands, physiques, assez intelligents qui peuvent tous passer la balle mais surtout défendre durement. Et là, ils prennent Anthony Black qui est un meneur de grande taille de 2 mètres, qui lui aussi est un très fort défenseur. Mais là où Orlando avait besoin de shoot, eh bien, ils ont pris un profil qui n'en possède, à mon sens, pas. C'est un joueur qui a vraiment du mal pour la création de son propre shoot. Après, c'est un joueur qui, à part ça, sait tout faire sur un terrain. C'est un bon athlète, même si c'est pas un athlète élite. C'est un bon, excellent défenseur sur l'homme ou même en défense collective. Il est très jeune, il a 19 ans, je crois, et donc il a un avenir, un développement qui va être intéressant, à suivre. Mais je pense que, tout simplement, ça ne fit pas du tout avec Orlando. Je ne comprends pas vraiment pourquoi le pic aussi haut. Évidemment, il y a du potentiel, il y a des interviews qui ont eu lieu, ça va peut-être me donner tort. Mais ce n'est tout simplement pas le profil de meneur qu'ils avaient besoin. En plus, c'est une équipe très grande. Ils prennent encore un meneur très grand. Et en 11, ils ont pick Jet Howard, qui lui aussi est un ailier, un ailier assez grand, qui est un très fort shooter pour le coup et qui donc pourra enfin, dans cette équipe de Orlando qui en manque, en fait, il y a peut-être que Gary Harris et Franz Wagner qui savent shooter à 3 points efficacement en tout cas. Jet Howard pourra lancer des bombes à 3 points, mais pourquoi le prendre en 11 finalement? Pourquoi essayer ne pas essayer de trade le pick pour en avoir un plus bas et potentiellement avoir ce même talent pour moins cher? Parce que Jet Howard en 11, évidemment que c'est beaucoup trop haut. Beaucoup trop haut, non, j'exagère. C'est légèrement trop haut, mais je l'aurais plus vu vers les places 20. Il n'a pas ce profil non plus de star. Anthony Black peut l'avoir. Voilà, je ne veux pas le décrier non plus. Anthony Black peut se développer en un bon lieutenant, un bon gestionnaire, un bon défenseur, un joueur all-around, en espérant qu'il se développe un minimum de shoot. Jet Howard, ce n'est pas le cas. On voit déjà un peu le style de joueur qu'il pourrait être, même s'il se développe. Et on ne parle pas d'une future star. Et je pense qu'en place 11, surtout au vu de son profil et de son poste, qui sont complètement full à Orlando, qui sont complets, où la rotation est déjà faite, je ne sais pas à quelle place il va pouvoir jouer. Comme dit précédemment, Jet Howard fait 2m03, il va donc, je pense, peut-être jouer en poste 2, même si c'est très grand pour un poste 2. Je ne suis pas convaincu. C'est un défenseur décent qui doit encore travailler sa régularité, donc je pense que c'est parfait pour Orlando qui arrive à développer des défenseurs et une défense collective assez impressionnante. En tout cas, sur les 5 postes, ça sait défendre de manière incroyable, parce que Anthony Black l'est aussi, mais à un moment donné, la défense, on sait, fait gagner des titres, mais il faut déjà aller en play-off. Et sans shooter, ou en tout cas avec très peu de shooters, à voir comment se développent les cadres de cet effectif, ça va être compliqué. Parce que là, on parle de joueurs qui doivent jouer pour se développer, qui vont rentrer potentiellement dans le 5 ou dans la rotation à 7 de Orlando. Et tout simplement, dans une rotation à 7, quand il n'y a que 2 shooters qui en plus sont sur les postes des principaux cadres de cet effectif, en tout cas pour Jet Howard, qui va jouer donc poste 3, je pense son poste naturel doit être le poste 3, il l'est, voire le poste 4 en fait, et ça va être compliqué de le faire jouer au poste 2, il faut pas non plus abuser du tall ball. Donc voilà, je m'inquiète un petit peu pour cette draft qui pourrait être un peu décevante dans les années qui arrivent côté Orlando. Mais pour se rassurer et pour faire un petit peu la part des choses, on va pas se mentir que Orlando va sortir plus ou moins rapidement de ses pics élevés de la loterie. En tout cas, je l'espère pour eux au vu des profils et des talents qu'ils ont dans cet effectif. Mais voilà, Anthony Black, je demande à voir. Jet Howard, je demande à voir. Pour moi, il y avait des meilleurs choix à faire à ces places-là. Donc voilà. Dernière chose sur Anthony Black, plus je regarde la mock draft et les choix en présence, et plus je me dis qu'en fait, peut-être qu'ils ont été surpris par le fait que Ozar Thompson parte aussi haut. Ils pensaient pouvoir l'avoir. Et derrière, on a quand même des joueurs essentiellement, à part Bilal Koulibaly, qui a peut-être aussi été pick très haut pour le profil qu'il a, des joueurs qui sont du front de courte, entre Taylor Hendricks, Jarras Walker, et voilà, en fait, ce sont des joueurs qui jouent poste 3-4, donc peut-être que le choix d'Anthony Black était un choix par défaut. On verra s'ils ont eu raison de se pencher sur son cas. Mais on a terminé.
On a terminé tout simplement. Beaucoup d'interrogations. Si je devais rajouter des équipes, je demande à voir niveau Toronto avec Grady Dick. Ça va être très drôle de le suivre parce que ça a l'air d'être un sacré personnage. Mais au niveau du fit, je me fais pas de doute. Au niveau du potentiel, je demande vraiment à voir. Je n'ai pas énormément confiance sur le fait qu'il devienne un talent incroyable. Après, il a été piquant 13, on va dire que ça compense. Le fit est compréhensible. Et aussi, côté Celtics, leur trade était très étrange. Je crois que c'était le choix 25. Oui, voilà, le choix 25 qui est donc revenu aux Pistons qui ont drafté Marcus Sasser. Et du coup, les Celtics, pardon, qui ont choisi Jordan Walsh, que j'apprécie, un ailier plutôt intérieur, plutôt ailier fort, qui fait le travail de l'ombre, qui est un win player, qui est donc parfait pour les Celtics s'ils arrivent à se développer et avoir quelques minutes de jeu. Il fait que 2 mètres, ce qui est petit, en tout cas pour un intérieur, mais il n'a à peine que 19 ans, on espère qu'il grandisse. Il a quand même une envergure assez impressionnante de 2,20 m. Voilà, un joueur intelligent qui va se fondre dans le collectif, mais il y avait peut-être mieux à faire et plus haut, plutôt que trade ce pick qui est revenu à Détroit, qui a fait un choix assez interrogatif, je ne sais pas si ça se dit, mais un choix assez bizarre en tout cas pour une place 25. En tout cas, j'aime beaucoup Jordan Walsh. Je pense que c'est parfait pour lui, les Celtics. Encore une fois, s'il arrive à avoir du temps de jeu. En tout cas, pour les prochaines années, j'espère qu'il en aura. Mais voilà, les Celtics auraient pu faire bien mieux. On sait que c'est une franchise qui travaille bien habituellement. Donc, on va dire qu'on a peut-être confiance en eux. Peut-être qu'ils n'étaient pas inspirés sur cette fin de premier tour. Jordan Walsh, bonne solution du second tour. À voir. Je pense donc qu'on a terminé sur ce petit récapitulatif de cette draft NBA 2023. Beaucoup de talent, énormément de talent, même au second tour, on aura des surprises. Gigi Jackson, pour moi, est aussi un joueur à suivre alors qu'il a été pick vraiment très tard. Jordan Walsh aussi, que je viens de citer. Bref, beaucoup de talent. L'année prochaine va être incroyable pour les suivre. Des gens qui ne suivent pas les prospects vont être surpris, je pense, de la profondeur de cette draft. Moi-même, j'ai été impressionné quand je m'y suis intéressé un petit peu parce que c'est vraiment, à mon sens, une draft qui pourrait être énorme quand on y reviendra dans quelques années. Donc voilà, j'ai dit mes points positifs, mes points à travailler, mes interrogations. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à regarder ce podcast sur YouTube pour ceux qui sont sur Spotify, etc. Et pour les autres, regardez Spotify, écoutez Spotify, Deezer et Apple Podcast pour me suivre. The Natural Podcast, c'est évidemment le même nom. Et sur les réseaux si vous en avez envie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis à la prochaine pour de nouveaux podcasts. Au revoir.